Au Québec, 80% des forêts sont situées en terre publique. Bien qu'elles appartiennent à l'État, on y pratique la récolte de bois ainsi que l'aménagement de sentiers et de routes, que ce soit pour les VTT, les citoyens ou les entreprises forestières. Depuis 2018, c'est le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État, le RADF, qui vient encadrer comment réaliser des travaux en terre publique. Il succède ainsi au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. Dans tous les cas, l'objectif est de limiter les impacts sur les différents milieux naturels, dont les milieux humides et hydriques, comme les cours d'eau, les tourbières, les étangs, les marais et bien d'autres. Plusieurs articles du RADF s'appliquent à la voirie forestière, soit l'ensemble des espaces réservés et aménagés pour la circulation des gens et leurs moyens de transport. Cette vidéo vise donc à résumer ces articles réglementaires qui s'appliquent aux chemins forestiers et fossés, ainsi qu'aux ponts, ponceaux et autres aménagements de traverse, mais également à proposer des bonnes pratiques supplémentaires. Cette vidéo ne remplace en rien le RADF que vous pouvez consulter en tout temps sur le site web du ministère des Ressources naturelles et des Forêts au www.mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide. Les chemins forestiers et les fossés sont encadrés par plusieurs articles qui concernent majoritairement des pratiques à mettre en place lors de la construction, de l'amélioration, de la réfection ou de l'entretien d'un chemin. Avant toute chose, il est essentiel de faire une demande d'autorisation au ministère des Ressources naturelles et des Forêts avant de commencer les travaux. La construction ou l'amélioration ainsi que la réfection de certains chemins sont interdites dans les 60 mètres de milieu humide ou hydrique, sauf pour les cours d'eau intermittents où la zone s'étend à 30 mètres. Cela exclut les sentiers d'abattage et de débardage, ainsi que les chemins qui ne sont pas destinés aux véhicules tout-terrain motorisés. L'article 73 concerne la stabilisation des sols, une pratique essentielle pour limiter les sédiments dans les plans d'eau. Parmi les techniques possibles, on compte la végétalisation des talus, soit les pentes intérieures des fossés. La végétation retient alors les sédiments à la source avec ses racines, en plus de filtrer les sédiments qui proviendraient du chemin. L'hydro-ensemencement peut être une solution intéressante, puisque le mélange pulvérisé au sol est collant. Il reste ainsi en place, même en cas de pluie, en plus de permettre la conservation de l'humidité au sol. Ce sont des caractéristiques qui favorisent une reprise végétale rapide. D'autres techniques de stabilisation existent, comme l'enrochement ou la construction d'un mur de soutènement. La norme consiste à poser une membrane géotextile afin de retenir les sédiments. Par la suite, les roches ou le mur de soutènement viendront retenir la membrane en place. Les articles 75 et 76 portent sur les eaux de ruissellement qui proviennent des fossés des chemins. Ces eaux doivent être évacuées dans une zone de végétation appelée zone de diffusion. Cette zone doit être située à plus de 20 mètres d'un milieu humide ou hydrique. Pour diriger l'eau vers une zone de diffusion, des saignées sont creusées à même les fossés, semblables à de petits chemins parallèles. La distance maximale entre deux saignées peut se calculer de plusieurs façons. L'objectif reste qu'il y ait des détournements en nombre suffisant et disposés de façon à éviter l'érosion du chemin. Parmi les autres bonnes pratiques, il est possible d'aménager des seuils ou des trappes à sédiments dans les fossés pour ralentir l'eau et permettre aux sédiments de se déposer. Sinon, un bassin de sédimentation à l'exutoire du fossé peut jouer un rôle similaire. L'entretien de ces aménagements reste essentiel pour leur permettre d'être efficaces. Dans un même ordre d'idée, il est possible de limiter l'apport de sédiments en utilisant la méthode du tiers inférieur pour entretenir les fossés. Plutôt que de recreuser le fossé pour lui redonner son profil original, la méthode propose d'excaver uniquement le fond du fossé, mais sans toucher au talus. Les avantages environnementaux sont indéniables. Maintien de la végétation, revégétalisation plus rapide des talus et réduction de la production de sédiments. L'article 80 précise les bonnes pratiques à respecter en hiver. Lors de la fonte des neiges, celle-ci est une source possible de contamination avec les sédiments qu'elle transporte, mais également tous les autres matériaux et abrasifs qui ont été utilisés pendant la saison hivernale. Pour éviter le transport de ces sédiments et autres contaminants, les méthodes suivantes sont exigées, soit 1. Niveler régulièrement le chemin pour éliminer les ornières qui favorisent la canalisation de l'eau vers les milieux humides et hydriques. 2. Prévenir la formation de bourrelets sur les côtés de la chaussée, sauf aux endroits prévus. 3. Éviter de transporter des matériaux granulaires comme de la roche, de la terre et du sable sur le tablier du pont. 4. Éviter de déverser du matériel sur les remblais stabilisés dans les 20 mètres d'un ouvrage qui sert à traverser un cours d'eau. 5. Pratiquer des saignées dans les bancs de neige avant la fonte printanière pour diriger l'eau de ruissellement à l'extérieur de la chaussée dans des zones éloignées des milieux humides et hydriques.
Avant même de s'attaquer aux articles concernant les ponts, ponceaux et autres aménagements pour traverser les cours d'eau, il est important de savoir qu'une caractérisation en amont et en aval d'un aménagement est obligatoire en terre publique. Cette caractérisation comprend, mais sans se limiter, la largeur moyenne du cours d'eau, le calcul de débit, la présence ou non de frayère ou du poisson, la pente moyenne du cours d'eau et la présence de rocs. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet aux articles 103, 104, 105, 106 et 108, ainsi qu'aux annexes 9, 10 et 12 du RADF. En tout temps, la circulation d'un engin forestier est interdite dans le lit d'un lac. La seule exception est lors de la construction ou de l'enlèvement d'un pont, d'un ponceau ou d'un ouvrage amovible. Un seul passage aller-retour est permis, mais aucun travaux ne peuvent être réalisés à partir du lit d'un cours d'eau. La planification s'avère alors essentielle. En tout temps, un ponceau doit permettre l'écoulement de l'eau. Des articles s'appliquent pour calculer le diamètre, l'emplacement ainsi que le dépassement du ponceau. Le diamètre minimal reste toujours de 300 mm, alors que le dépassement du ponceau exige un minimum de 30 cm. Le mieux est de consulter le responsable du chantier afin de respecter ces articles. Les travaux sont interdits dans les 100 premiers mètres en amont d'une frayère. Les couches d'informations numériques qui servent à la planification forestière contiennent toutes les informations nécessaires pour respecter cette obligation. Ces couches d'informations sont disponibles sur demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. L'article 90 concerne les ponts, ponceaux et autres aménagements dont les travaux sont réalisés dans un cours d'eau à salmonier. Il est alors primordial de limiter l'apport de sédiments à l'extérieur de la zone de travaux afin de préserver les habitats, comme les frayères. Plusieurs techniques sont possibles pour limiter l'apport de sédiments, et l'utilisation d'une ou de plusieurs techniques sera déterminée afin de s'adapter aux conditions du site. Parmi les techniques possibles, il y a d'assécher la zone de travail, d'exécuter les travaux en période d'étiage et d'installer un rideau de confinement des sédiments. Une bonne pratique à mettre en place lors de l'assèchement d'une zone de travail est de prévoir des aménagements pour filtrer et retenir les sédiments. Des bâtards d'eau ou des balles de foin peuvent remplir ce rôle, par exemple. Lorsque les travaux sont réalisés en dehors de la limite supérieure de la berge, cela ne s'applique pas, mais planifier des aménagements pour limiter ou filtrer les sédiments reste une bonne pratique à privilégier. Quand certaines structures sont mises en place pour assécher la zone de travail, comme des bâtards d'eau ou des structures de détournement temporaire d'un cours d'eau, elles doivent limiter l'apport de sédiments et ne doivent pas empêcher le passage du poisson pendant plus de 5 jours. Au-delà de 5 jours, au lieu de détourner le cours d'eau, les structures installées en rétrécissent la largeur au maximum d'un tiers. Il faut donc déterminer d'abord la largeur originale du cours d'eau, et ce, au niveau de la limite supérieure des berges. Les structures doivent également être composées de matériaux propres qui ne nuiront pas aux poissons ou à la qualité de l'eau. C'est pour s'assurer de préserver les habitats tels qu'ils sont. Lorsqu'un chemin traverse un cours d'eau, le talus du remblai doit être stabilisé entre les berges du cours d'eau et le chemin. Cela s'applique pour la construction, l'amélioration ou la réfection d'un chemin. Pour la stabilisation, il s'agit d'utiliser une membrane géotextile recouverte d'un enrochement ou d'un mur de soutènement. En conclusion, la voirie forestière a un impact sur les milieux naturels, mais le règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État permet de limiter cet impact, tout comme l'adoption de bonnes pratiques supplémentaires. Si vous avez des questions en lien avec le RADF, vous pouvez vous adresser aux unités de gestion ou aux directions de la gestion des forêts de votre région administrative au ministère des Ressources naturelles et des Forêts.